Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Sauvegarde, notre podcast jeux vidéo. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode du tour de table, j'ai à mes côtés toujours les mêmes, fidèles au poste, Shulking. Salut à tous. Et Amos. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on inaugure tour de table, du coup, la première de notre émission, sur lequel on revient chacun sur un sujet d'actualité ou non. Donc, on va avoir trois thèmes aujourd'hui assez épicés. Donc, le premier thème, Thomas va nous parler de l'après-clair-obscur, qui prophétise comme le retour du tour par tour. Moi, je vais vous parler d'affordance. Vous savez toujours pas ce que ça voulait dire, mais je vous l'expliquerai très bientôt. Et Shulking va revenir sur le Pokémon Present du 27 février 2026. Avant de vous endormir sur nos thèmes plutôt extravagants, je vous conseille d'aller regarder le focus sur Jusan. Il est plutôt sympa. Ouais, il paraît qu'il est pas mal. Je te remercie mon bon Shulking. Alors allons droit au but. Le 11 septembre de l'année dernière se tenait la soirée très attendue de l'élection du GOTY 2025, donc le Game of the Year. Le gagnant, vous le connaissez. Évidemment, c'est Clair Obscur. Bon, je vous refais pas l'histoire. Clair Obscur, c'est un bulldozer qui a raflé à tort ou à raison, c'est pas le débat, la grande majorité des trophées délivrés ce soir-là. C'est un jeu qui a été développé par une équipe très réduite, avec un budget très réduit en comparaison avec les plus gros mastodontes de jeux vidéo, les fameux AAA comme on les appelle. Ça, vous le savez tous. Donc on vous épargne ça, c'est pas le but. Moi, le débat que j'aimerais ouvrir aujourd'hui, c'est que Clair Obscur, c'est aussi un jeu de rôle japonais, ou JRPG pour les intimes. Un des styles de jeu les plus vénérables du médium qui s'est assez vite créé toute une grammaire avec de nombreux codes. Japonais, bon. Français, on va dire. Ouais, on appelle ça un jeu de rôle japonais, mais effectivement, celui-là est bien Frenchy. Hein. C'est le premier French RPG, si on peut dire. Ouais, si on veut. Et hasard de dingue, la naissance de ces codes du JRPG, c'est justement un sujet que je traite sur ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie vers ma vidéo sur Final Fantasy IV. Le nom de la chaîne, c'est Au tour par tour tout attaché. Ouais, vous avez cru que j'allais pas faire ma petite pub de la chaîne? Honteux. Bref, le JRPG, ça date pas d'hier et il a compté de très très gros succès. Bon, Final Fantasy VII, Dragon Quest VIII, Chrono Trigger, Super Mario RPG, etc., etc. La liste, elle est super longue. Et le point commun de tous ces jeux, Shulking, c'est... Qui sont moins bien que Persona ? Eh non. Mais non, c'est qu'ils sont vieux sa race, Shulking. Tous ces jeux, ils datent d'il y a plus de 20 ans. Alors heureusement, aujourd'hui, il y a toujours de vaillants représentants de JRPG qui se vendent relativement bien. C'est le cas de la série Xenoblade Chronicles, éditée par Nintendo notamment, ou même les derniers Final Fantasy qui se vendent plutôt très bien. Et pourtant, les fans de JRPG vous le diront absolument tous, le JRPG, ça a changé. Le JRPG d'aujourd'hui n'est plus le même que celui d'hier, et apparemment, ce serait moins bien. Et on pourrait débattre des raisons de cette supposée chute du JRPG. On va d'ailleurs le faire un petit peu, parce que c'est pour ça que vous êtes là, en fait, hein. Et l'un des points que les fans de JRPG portent en étendard dès qu'il faut expliquer pourquoi c'était mieux avant, eh ben je vous le donne en mille, c'est bien le tour par tour. Parce que le point commun de la plupart des succès modernes du JRPG, de Final Fantasy XVI en passant par Xenoblade Chronicles 3, ou même le succès récent du remake de Trails in the Sky First Chapter, eh bien c'est que tous à leur échelle semblent tenter de s'écarter un petit peu du tour par tour. Et ce tour par tour, on le retrouvait déjà dans Final Fantasy VII ou Chrono Trigger. Et je me permets dans Pokémon aussi, s'il te plaît. Ouais, mais alors là, tu spoil un peu la fin, donc je te remercierai de pas trop spoil. Et là, vous allez me demander, mais où est-ce que tu veux en venir avec tes explications tarabiscotées ? Mais Thomas, où vas-tu donc avec tes explications tarabiscotées ? Merci mec, tu gères. Eh bien justement, le succès récent de Clair Obscur a remué les braises de ce vigoureux débat qui secoue la communauté JRPG depuis des années. Parce que oui, notre GOTY 2025, 100% label rouge, 100% français, c'est un JRPG au tour par tour justement. Ouais, du coup, un FRPG si on veut. Et ça fait jaser. Donc j'aimerais qu'on en discute justement. Est-ce que Clair Obscur c'est l'élu, celui qui ramènera la lumière du tour par tour à tous ces fans de tour par tour dont le nom de ma chaîne vous aura sûrement un peu aidé à comprendre que je fais partie. Tour par tour, je l'ai pas assez dit. Bon déjà un petit peu hors sujet, mais en quelques mots vous allez vous situer un petit peu par rapport à Clair Obscur. Vous y avez joué, vous l'avez aimé, pas aimé ? Livrez-vous. Je l'ai fait, je l'ai bien aimé. Il méritait pas tout ce qu'il a gagné au GOTY, ça c'est un autre problème. Mais est-ce que c'est le seul au tour par tour que j'ai fait récemment qui était excellent ? Non. Tu me tends la perche justement. Et toi, Amos, t'en as pensé quoi ? Bah moi j'ai énormément aimé, c'est-à-dire malgré à cause de moi que tu as dû abandonner ton FF7 en cours pour te lancer à corps perdu dans cette aventure. Donc désolé à toi et de rien en même temps, mais j'ai vraiment énormément aimé, ça m'a beaucoup touché. J'ai eu quelques petites accroches négatives avec l'histoire, mais j'ai tout de même passé un excellent moment. Et pour moi, contrairement au mauvais personnage qu'est Shulk, j'ai trouvé qu'il avait mérité toutes ces récompenses. Ah, c'est vrai, hein, vous le noterez, je n'ai jamais terminé FF7 Rebirth parce que juste avant que je termine, je reçois un message d'Amos qui me dit Clair Obscur vient de sortir, va y jouer tout de suite. Ce que j'ai fait, hein, je suis très sympa. Et je l'ai pas regretté, mais bon, du coup, j'ai jamais fini Final Fantasy VII Rebirth. Dommage.
pour commencer cette discussion, j'aimerais qu'on revienne sur un exemple parmi tant d'autres d'articles, ici de jeuxvideo.com, qui évoque ce qui est en fait à la racine de ce débat. Bon, c'est très long, donc vous l'avez sur le conducteur, mais pour nos chers auditeurs, le titre de l'article c'est « Clair Obscur prouve que Final Fantasy a tort depuis des années, il est temps de se réveiller ». Alors je vous épargne la lecture de tout l'article, mais s'ensuit tout un blabla qui revient sur le fait que, en fait, Square Enix, qui détiennent pas mal de licences clés du JRPG, comme Final Fantasy ou Dragon Quest, n'aurait absolument rien compris depuis des années et que le succès de Clair Obscur prouve en quelque sorte qu'il faut revenir au tour par tour. Parce que je le rappelle, Clair Obscur est au tour par tour. Donc moi j'aimerais bien votre opinion là-dessus, vous vous situez où dans ce débat? Est-ce que vous trouvez que Clair Obscur a vraiment amené quelque chose à ce JRPG au tour par tour? Alors techniquement, c'est pas vraiment tour par tour parce que tu peux jouer pendant le tour des gens, mais tout de même, effectivement, c'est assez novateur parce que même si c'est pas les premiers à le faire ça, parce que notre fan de Nintendo numéro 1 de ce vocal pourra nous en parler mieux que moi, mais Nintendo avait déjà fait des tentatives sur le même gameplay que Clair Obscur Expédition 33. Effectivement, c'est du tour par tour actif, et du coup, ce qui gênait, à mon sens, le tour par tour depuis ce temps, c'est le fait que c'est un petit peu passif le tour par tour, parce que t'as une infinité de temps pour choisir ce que tu fais, etc. Là, c'est assez novateur, même si ça, effectivement, pioche un petit peu à droite à gauche. C'est une nouvelle approche plus fraîche et plus active, et moi personnellement j'ai adoré, j'ai trouvé que ça pouvait vraiment lancer un élan de renouveau. Ok, intéressant. Toi, Shulking, il t'a marqué ce style de combat? Ce style de combat m'a marqué, il est très intéressant, surtout personnellement je peux pas le comparer avec Final Fantasy. Je peux le comparer plutôt avec Persona, vu que j'ai pas joué à Final Fantasy depuis plus de 15 ans. Et c'est mieux ou moins bien que Mario du coup? C'est quand même mieux fait sur certains points, sur ça. Tu peux être content, voilà. Merci. Mais Mario Party Start Time est plus beau dans mon cœur. Je clarifie pour ceux qui n'auraient pas la ref que Amos soulève, hein, on parle bien de la série des Mario RPG qui ont été continués par les Mario et Luigi, il me semble que la série s'appelle, qui avait donc ce même système de combat à base de tour par tour actif dans lequel on esquive les attaques de nos adversaires. Esquive au contré, exactement de la même façon que dans Clair Obscur. Moi, en fait, de mon côté, mon avis sur ce débat, c'est que est-ce que vraiment Square Enix est bête? Je m'explique, parce que comme illustre le tweet que je vous projette maintenant à l'écran, décidément j'aime bien vous faire réagir à jeuxvideo.com, donc pour les auditeurs, c'est un tweet de réaction au trailer du remake de Sword and Fairy 4, dont le journaliste met en avant que ça serait, je cite, comme Clair Obscur. Et quelqu'un a réagi en dessous en expliquant que Clair Obscur n'a pas tout inventé en matière de JRPG moderne, donc ça aussi j'aimerais bien qu'on en discute. À mon avis, personnellement, c'est que c'est clairement pas les premiers Expédition 33 à avoir rendu le tour par tour dynamique, parce que avant il y avait plusieurs tentatives, d'ailleurs même de Square Enix, parce que je ne sais plus à quand date cette nouveauté, mais il y avait le système d'ATB qui rendait le tour par tour dynamique dans un premier temps. Donc effectivement ça ne date pas de là, il y avait déjà des tentatives avant, mais le fait est que de ce que j'ai compris de l'histoire, Thomas vous le dira mieux que moi, mais l'ATB ça a marché fut un temps et ensuite c'était rendu obsolète par d'autres choses qui amené ensuite à l'action RPG, mais du coup c'est clairement pas les premiers, c'est juste ceux qui l'ont mieux fait ou en tout cas qui ont le plus marqué l'histoire. Mais clairement, effectivement, le commentaire a raison, ils ont pas inventé l'eau chaude, ils l'ont juste rendu plus appréciable. Ok, intéressant. Toi de ton côté, Shulking, est-ce que tu considères qu'il y a un avant-après de ce point de vue-là alors toi t'es quand même un peu plus consommateur, je pense, de JRPG que Amos. Est-ce que dans les jeux auxquels t'as testé, t'as vraiment ressenti un avant-après? Est-ce que pour toi ça change vraiment quelque chose? C'est vraiment révolutionnaire, Clair Obscur? Je dirais pas révolutionnaire, mais il y a certains points que c'est sûr ils ont démocratisé et que ça peut que apporter du bien à tout le monde en fait. Tous les studios peuvent juste s'entraider et faire des meilleurs jeux petit à petit. Et moi, si je peux jeter mon petit grain de sel à cette histoire, c'est que oui, potentiellement, il y a des studios qui vont se mettre à copier Clair Obscur. C'est même très probable. Il a tout raflé. Vraiment, ça a été un bulldozer, il a vraiment tout chamboulé l'année dernière. Et il est indéniable que sa qualité va amener de nombreux joueurs à se pencher un peu plus sur le genre du JRPG. Mais je pense qu'il est vraiment là le délire. C'est qu'en fait, de nombreux joueurs découvrent le JRPG avec Clair Obscur. De nombreux joueurs ne se rendent pas compte qu'il existe depuis des années toute une diversité de jeux qui vont réfléchir sur ces codes du JRPG. Et en fait, comme illustre le tweet dont on vient de discuter, le JRPG, lui, il a continué à vivre pendant les 20 dernières années. Et le genre a certes laissé derrière lui les gros succès mondiaux à la FF7, mais le JRPG a avancé.
Il a fait son petit bonhomme de chemin et Clair Obscur a d'après moi énormément profité des avancées que le genre a fait dans les 20 dernières années. Avec son HUD très inspiré de Persona, ses animations d'attaque qui m'évoquent un peu celles qu'on pourrait retrouver dans un Trails. Des séries qui, au même titre qu'une myriade d'autres pépites, sont boudées par le grand public. Et je pense que l'impact de Clair Obscur, il est là. Son succès qui est en bonne partie dû à une hype massive poussée notamment par les influenceurs et des combats très rythmés, qui, il faut dire, n'inventent pas grand chose dans leur gameplay, n'est-ce pas, Sea of Star, qui faisait déjà pareil 5 ans auparavant, va permettre à une nouvelle génération de joueurs de découvrir ce genre, de l'aimer, et de s'en approprier les codes. Et si je dois donner un conseil aux vieux briscards du JRPG qui supplient Square de revenir vers le tour par tour, ça serait sûrement ça. Le genre n'est jamais mort, c'était pas mieux avant. Vous n'espérez pas un retour du JRPG, vous espérez un retour des séries de votre enfance. Et ça, c'est pas la même chose. De votre côté, je sais que tous les deux, vous n'êtes pas des grands consommateurs de Final Fantasy, donc j'imagine que vous n'avez pas ressenti ce déchirement existentiel en découvrant Clair Obscur. Moi, je l'ai un peu ressenti, parce que je me disais, c'est le retour de quelque chose. Personnellement, ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, il y a eu un grand schisme, parce qu'effectivement, j'ai fait très peu de Final Fantasy, mais je suis de près quand même tout ce qui se passe, et je sais que le dernier Final Fantasy a fait un grand schisme dans la communauté, parce qu'effectivement, il est passé complètement à l'action RPG, qui n'a vraiment plus rien à voir, même si c'est vrai que déjà les épisodes précédents tendaient vers ça, plus ou moins avec un mix, là, c'est passé complètement de l'autre côté de la barre. Et je peux comprendre que quelqu'un qui a fait ses armes sur les premiers Final Fantasy puisse être vraiment brisé par ça. Et c'est vrai que de mon côté, les action RPG, ça m'attire très peu et je suis plutôt tour par tour. Et je suis très content si jamais ce type de jeu revient à la mode parce que c'était plutôt mis en avant par des petits jeux indés obscurs et très peu par des gros AAA. Et si on peut avoir des gros AAA qui tâchent avec du bon tour par tour, moi perso je suis content. Ou alors par des remakes et des remasters. Il y a qu'à voir les Dragon Quest 1, 2, 3. Ouais, mais ça c'est un autre débat et je préfère qu'on n'en parle pas trop. Ça ne me plaît pas. On en reviendra peut-être dans une prochaine émission. Et pour conclure, s'il y a justement bien une série de JRPG qui survole le succès mondial de Clair Obscur, c'est bien Pokémon dont Shulk va justement nous parler. Mais avant ça, je crois qu'Amos a prévu de nous instruire un petit peu, alors écoutons-le bien. Et encore avant ça, je vais avoir le plaisir de vous présenter notre petit interlude récurrent des tours de table, les prédictions. Donc en fait, à tour de rôle, à chaque tour de table, on va proposer une prédiction en ce qui concerne le JV. Alors ça peut être du très très long terme, du très très court terme, mais l'idée c'est de voir si on est des Nostradamus ou juste des tocards. Donc je vais laisser à Shulking le plaisir de commencer. Quelle est ta prédiction du jour, mon ami ? Pour rester dans le thème du tour par tour, mais ce sera une prédiction quand même assez long terme, je pense que Persona 6 a de grandes chances d'être GOTY. Oh la vache. Ok. Je vais droit dans le truc. Ok. Le fan d'Atlus que je suis n'espère que ça, mais... Déjà, ça veut dire que tu prophétises cette année ou juste à sa sortie, peu importe. Non, à sa sortie. Parce qu'on a une tranche horaire à peu près de sortie ou pas du tout ? Non. D'accord, donc peut-être qu'on aura la réponse en 2029, donc suivez-nous assidûment. Dans le doute, lâchez un petit abonnement pour être sûr, mais bon, il faudra s'en rappeler, quoi. Il va falloir être attentif. Et toi, mon cher Amos, quelle est ta prédiction ? Alors moi, je pars dans le moins lointain, parce qu'on va parler d'un jeu qui sort extrêmement prochainement, parce qu'on va parler de Crimson Desert, qui va sortir le 19 mars, donc dans vraiment très peu de temps. Donc on va savoir dans très peu de temps si je suis le fils d'Oussama Hamar ou alors si je suis Nostradamus. Mais du coup, Crimson Desert, si vous avez suivi un petit peu de près l'actualité, c'est un jeu qui fait pas mal de gatekeeping sur ses revues. Donc c'est un jeu extrêmement qui est coréen et qui a extrêmement d'attention actuellement puisque c'est vu comme le héritier de ce qu'aurait pu être Ubisoft, parce qu'ils ont tenté de faire un tour par tour mais ultra ambitieux, mais extrêmement ambitieux, avec énormément d'embranchements possibles. Un open world plutôt, non pas un tour par tour. Oui, excuse-moi, tu m'as perturbé avec ton thème précédemment, mais effectivement un open world extrêmement ambitieux qui va être à mi-chemin entre ce qu'a proposé Zelda Breath of the Wild et ce que nous proposent les jeux d'Ubisoft. Et ma prédiction, ça va être que, malheureusement, parce que j'ai beaucoup de hype pour ce jeu, ça va être un énorme flop critique. Parce que il y a des petits trucs qui me titillent un petit peu. C'est que ils ont déjà laissé les gens faire des reviews sur le jeu PC, mais qu'il y a un énorme embargo sur les jeux, sur le jeu sur console, et qu'ils n'ont laissé personne sortir de review console avant le jour de la sortie. Donc je préchote un petit Cyberpunk 2077 2,
et que les jeux sur PC soient une honte. Donc c'est ça ma prédiction, on pourra en parler dès le prochain tour de table, mais pour moi, il va y avoir un four critique sur Crimson Desert, à mon grand regret. Thomas, nous t'écoutons pour savoir si tu vas flopper autant que nous ou si tu vas être clever. Bah moi je vais chercher dans le encore plus court terme parce que dans 20 minutes on saura si je suis un tocard ou pas. À savoir que je n'ai pas du tout regardé le Pokémon Present du 27 février, mais j'ai une intime conviction que la prochaine génération de Pokémon, dont a priori on a parlé un petit peu ce jour-là, alors j'ai pas vu le trailer, va révolutionner la licence. Je sais pas pourquoi je le sens dans mes tripes, 10ème génération, je sens que ça va tout changer et qu'on va enfin avoir une superbe génération où tout le monde a envie d'y jouer quoi. Alors peut-être que là, y a tout le monde qui est en train de se marrer parce que vous savez des choses que je ne sais pas, mais je sais pas, je le sens dans mes tripes. Alors pour le lore, on a volontairement rien regardé du Pokémon Present pour que Chuck nous déballe tout ça en direct. Perso, moi je suis pas dans ton équipe là. On va voir. Chuck il dit rien parce que il sait, mais moi je suis pas dans ton équipe du tout. Moi je suis dans ma propre équipe. On va voir. Mais bon bah du coup, on va pouvoir cette prédiction qu'on va pouvoir déballer dès la fin de ce podcast. Mais on va voir. Je suis pas dans ton équipe perso. Donc on a parlé de choses un petit peu attrayantes. Maintenant on va aller dans quelque chose un petit peu plus technique puisqu'on va parler de mon thème, donc à savoir l'affordance. Alors en introduction, je vais me permettre des excuses parce qu'effectivement je fais malgré moi de la publicité mensongère. Parce que j'ai appris en créant cette chronique que l'affordance dans le jeu vidéo ne voulait pas dire la même chose que l'affordance dans la vraie vie, parce que l'affordance c'est un terme psychologique à la base, mais vraisemblablement dans le dictionnaire du jeu vidéo ça veut dire autre chose. Donc l'affordance dans le jeu vidéo c'est la manière dont on emmène naturellement un joueur vers le bon endroit. Donc vous savez toutes ces histoires de peinture jaune sur les murs, etc. C'est pas du tout de ça dont je vais parler, et je vais pas encore vous expliquer de quoi je vais parler, parce que le but ça va être que vous compreniez vous-même ce que c'est l'affordance, si vous ne le savez pas déjà. Donc pour ce faire, on va voir des petits cas pratiques et pourquoi l'affordance est très importante pour moi dans les jeux vidéo. Pas dans tous, parce que ça peut pas s'appliquer dans tous les jeux, mais en tout cas, dans certains jeux précis, ça peut rendre une expérience magistrale. Et je vais utiliser comme support deux jeux. Un jeu que j'ai fait très récemment, Octopath Traveler 2, que j'ai adoré et dont l'affordance est pour moi le plus grand point. C'est nul. Oh, il l'a même pas fait. J'ai pas de joué. la haine gratuite. J'ai pas joué, mais j'ai pas aimé le premier, alors je fais le hater. Et du coup, je vais utiliser un jeu que je n'ai pas encore fait, mais dont je sais que c'est une de ses spécialités, Monster Hunter Stories 3, parce que j'ai pu faire le 2, et que dans le 2, c'est déjà excellent, donc j'imagine très bien que dans le 3, ça va être aussi bien. Ça, c'est bien. Tu l'as même pas fait, arrête un peu, arrête un peu. Mais regardez ce menteur. Oh là 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 là. Il s'invente une vie. Non, j'y ai joué en plus. Vous êtes des mythos, j'y ai joué au 1 et au 2. Bon, bref, trêve de bavardage. Alors, on va pouvoir passer à mon exemple pratique. Donc, pour mes chers collaborateurs, ils vont avoir des images. Moi, je vais vous faire une description parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une image précise. C'est juste pour se mettre un petit peu plus dans l'ambiance, mais on va prendre un cas pratique sur Octopath Traveler 2. Je vais utiliser Shulk en exemple parce que Thomas a déjà fait le premier, donc il a déjà des informations sur comment fonctionne Octopath Traveler. Donc je vais utiliser vraiment quelqu'un qui ne connaît rien pour que vous compreniez la puissance du design de ce jeu. Shulking, je vais te mettre dans un cas pratique. Donc Shulking, tu es dans une plaine, tu es un aventurier et tu vas croiser cet aigle qui effectivement est une bête féroce qui veut attenter à ta vie. Tu as dans ton arsenal une épée, une lance, une dague, une hache, un arc et un bâton. Qu'est-ce que tu utiliserais pour taper cet aigle? Juste à vue de nez. Tu as le droit à 2 armes. Je lui lance une Pokéball. Alors, un petit peu hors sujet, c'est pas tout à fait le jeu, mais parmi les armes que je t'ai énoncées, qu'est-ce que tu utiliserais pour taper un aigle de 2 mètres? Un arc. Un arc, très bonne réponse. Et la deuxième réponse possible, si tu peux avoir une deuxième réponse? Pas besoin de plus. Bon, on va prendre un deuxième exemple pratique en ajoutant de la magie avec ça. Donc vous avez une magie de feu, de glace, de vent, de ténèbres et de lumière, et vous allez devoir taper cette fois-ci un tréant, donc c'est un arbre vivant. Donc Shulk, qu'est-ce que tu utiliserais? Tu as le droit à une arme et à une magie. Alors, le feu est super efficace sur la plante. Donc pour cramer un arbre, c'est assez pratique effectivement, et comme arme, qu'est-ce que tu utiliserais pour un arbre? Une hache. Voilà, tout simplement, tu viens d'expliquer l'affordance. L'affordance, le principe, c'est assez simple. C'est quand, par le design de quelque chose, on peut définir son utilité ou ses caractéristiques. Par exemple, si vous rentrez dans un magasin dans la vraie vie, que vous n'avez jamais vu de votre vie, avec un design de porte que vous n'avez jamais vu de votre vie, bah vous savez ouvrir cette porte quand même. Parce que
les designs des portes sont faits pour que vous compreniez son utilité. Même chose, vous êtes dans un restaurant, il y a un design de fourchette bizarre que vous avez jamais vu de votre vie, vous savez quand même vous servir de la fourchette. Le principe de l'affordance, du coup, c'est quand un objet ou quelque chose vous donne l'intérêt de la chose ou les caractéristiques de la chose juste visuellement. Donc c'est un terme de psychologie qui est extrêmement utile dans le marketing. Pourquoi ? Parce que le but c'est qu'en vous montrant un objet, vous saviez directement quelle est son utilité, à quoi ça sert, etc. Donc l'intérêt dans ce jeu-là en particulier, dans Octopus Traveler, c'est que ça va vous mettre dans des conditions très précises pour jouer au jeu. Quand vous voyez un monstre, eh bien même si vous ne savez pas du tout quelles sont ses faiblesses, vous pouvez très facilement les comprendre et savoir comment affronter le monstre. Donc là, vous dites, ok, c'est une feature sympa, ça sert pas à grand chose, etc. Sauf que si, parce que dans Octopus Traveler, on affronte aussi des humains. Et donc là, ça va nous permettre de rentrer dans la psychologie des personnages. Je vais vous donner un exemple concret. À un moment, on va affronter une star de la scène. C'est une star de la scène, c'est une star internationale qui son but c'est d'être tout le temps dans la lumière au point où elle écrase les gens pour rester dans la lumière. Et ben tout simplement, qu'est-ce qui est le contre parfait ? Les ténèbres. Si on réfléchit 2 secondes, qu'est-ce que ne veut pas être une star ? Être dans les ténèbres, être dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et bien en fait, tout ça c'est des choses qui vont permettre à l'immersion du joueur. Ça va nous permettre de dire j'essaie de comprendre mon adversaire, j'essaie de comprendre ce qu'il est et comment il réfléchit. Alors moi ça me fait penser, ce que tu me racontes là, à une critique que je fais souvent quand je redécouvre des jeux Pokémon. Ça m'énerve quand les boss des teams machiavéliques, et c'est souvent le cas, ils ont un Nostanfer. Parce qu'en fait, Nostanfer, il évolue par le bonheur. Et je trouve ça hyper contre-intuitif de me donner au big méchant de la série un Pokémon qui évolue avec le bonheur. Je trouve ça complètement débile. Ces Pokémon, en général, ils les maltraitent, c'est un peu tout le débat dans Pokémon. Et je sais qu'à chaque fois, ça m'énerve. Donc ça fait un peu écho à ce que tu racontes. Quand t'as compris les codes de ce jeu, de cet univers, bah tu comprends pas comment un connard peut avoir un Nostanfer, quoi. C'est un peu l'idée, même si je pense que Pokémon c'est un bon exemple d'affordance aussi, parce que en général, quand tu regardes un Pokémon, tu sais quel type il est à peu près. Oui, tu t'arrêtes toujours. effectivement. Après quelques petites types bizarres où c'est difficile de savoir, genre des types genre fées, des trucs comme ça où c'est un petit peu plus technique. Mais en tout cas, c'est un bon exemple d'affordance parce que tu regardes un Pokémon, tu vas savoir à peu près, même si tu l'as jamais vu de ta vie, tu vas savoir à peu près quelles sont ses faiblesses, quels sont ses types, etc. Et dans Octopus Traveler, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte que les adversaires naturels de nos personnages, parce qu'en fait, en Octopus Traveler, on va jouer 8 personnages qui ont chacun 2 armes, ou une arme en fonction du personnage, et accès à un type de magie. Et ben, naturellement, il y a un de ces personnages, par exemple, qui s'appelle Ochette, qui est une chasseresse. Et ben, naturellement, quand on va croiser un aigle, on a un chasseur, on va essayer d'affronter la nature, et ben Ochette va avoir accès systématiquement à une arme pour affronter un aigle, parce que c'est son ennemi naturel, c'est une chasseresse, elle essaie de se battre contre la nature. Donc en fait, ça fait que quand on réfléchit 2 secondes, on va savoir assez rapidement, en allant profondément dans la psyché d'un personnage, quelles peuvent être ses faiblesses, quelles peuvent être ses résistances, ce genre de choses. Et moi personnellement, ça m'a énormément touché et elle m'a énormément aidé à comprendre l'univers, à comprendre la cohérence des choses. Parce que quand t'affrontes un boss, que t'as aucune idée de quelles sont ses faiblesses, que t'es dans le stress parce que tu l'as jamais fait, et ben tu te poses 2 secondes et tu te dis, mince, quelles sont les faiblesses de cet adversaire? Non, et puis justement, moi je trouve assez intéressant, tu vois, parce que ça met un mot sur un truc. Vous savez que moi j'aime bien le rétro gaming, j'aime bien les jouer à des vieux RPG. Typiquement, j'ai refait le premier Shin Megami Tensei qui est sorti il y a des années, c'est une catastrophe. Et c'est souvent un point que je critique beaucoup dans ces jeux. Alors je posais pas de mots dessus, mais c'est que des fois la logique est complètement débile, quoi. On va te dire pour battre ce monstre-là, il faut utiliser la gemme magique rouge, alors que ça sort de nulle part. T'as aucune explication, t'es censé le deviner, on sait pas comment. Et parce qu'en fait à l'époque ils s'en foutaient un petit peu. Je pense que cette notion d'affordance, elle est intéressante si justement tu veux que le joueur y comprenne. Mais à l'époque ils s'en foutaient parce qu'ils pouvaient vendre des solus avec ça. Ils pouvaient mettre des explications tarabiscotées pour réussir à finir le jeu, et puis du coup ils allaient vendre leur magazine de solus. Donc je pense que effectivement j'avais pas mis les mots dessus, mais cette idée d'affordance, je la réutiliserai. Ben pour moi c'est quelque chose d'assez neuf dans le game design, même si en vérité vous allez voir un tout petit peu après dans ma chronique, mais il y a quelques exemples vraiment vieux d'affordance que je viendrai dessus. On va passer juste pour que vous compreniez bien notre application de l'affordance qui peut être vraiment sympathique et thématique. C'est effectivement dans Monster Hunter Stories. Le gameplay de base de Monster Hunter Stories 2, parce que c'est celui que j'ai le plus fait, donc c'est celui que j'ai servi en exemple, j'ai pas pu jouer au 3 parce qu'il n'est pas encore sorti, c'est de dire que on a des créatures qui attaquent avec 3 stats.
la force, la technique et la vitesse. Et le principe de Monster Hunter Stories, c'est qu'on est un rider. Donc le principe, c'est que on est plutôt que ce qu'on voit traditionnellement dans Monster Hunter, d'aller taper des monstres dans la nature. Là, on va vivre en harmonie avec eux et on va essayer de tout faire pour les comprendre, les aider, etc. Et le propos du jeu, c'est de dire la force bat la technique bat la vitesse. Je crois que c'est l'inverse, j'ai plus les détails exacts, mais il y a un triangle comme ça. La force bat la technique, qui bat la vitesse, qui bat la force, etc. Alors ça tombe bien, je suis en train de me refaire le premier jeu, c'est la vitesse qui bat la force et la technique qui bat la vitesse. Et donc la force qui bat la technique. Et donc du coup, il y a quelque chose dans le jeu où tu tombes contre un monstre, mince, je comprends pas. Comment je peux faire pour savoir avec quoi l'attaquer? Et ben ça tombe bien parce qu'encore une fois, il y a un excellent exemple d'affordance. J'ai pris 3 monstres en exemple pour qu'on comprenne ça. L'Anjanas, qui est un espèce de gros T-Rex qui crache du feu. Bah c'est assez logique. Un T-Rex, c'est un animal qui dans l'imaginaire collectif qui est violent, puissant, c'est la force. Si on va plutôt du Paolomu, qui est une espèce de chauve-souris qui peut gonfler sa gorge pour prendre en volume, bah ça va plutôt être la technique parce que c'est une chauve-souris qui voltige un petit peu partout, qui peut grimper au mur, etc. Donc si on prend le Gendrome, qui est un tout petit vélociraptor qui court très vite, bah là ça va être la vitesse. Et ça va être le cas pour tous les monstres du jeu. Quand on va les regarder, les étudier, on va pouvoir se dire tel monstre, peut-être que faut que j'attaque avec ça, etc. Et en fait ça va être cohérent puisque on est un rider, donc on essaie de comprendre la nature, etc. Donc ben si on se met bien dans la peau du truc, on peut comprendre que j'écoute la nature me dit que tel monstre je peux attaquer avec ça, et ça donne tout de suite de la logique. Alors ouais, moi je suis moyenne. Autant ton premier exemple, je trouvais qu'effectivement l'affordance dans Octopath Traveler de ce que j'en avais joué était plutôt bien foutu. Autant sur Monster Hunter Stories, pour le coup j'y ai passé pas mal d'heures. Je trouve que c'est pas toujours hyper clair et hyper bien foutu cette histoire. Déjà, ça sous-entend que tu connais un petit peu ces monstres au-delà de leur visuel, donc que t'es joué à Monster Hunter avant. Mais pour certains, savoir que en fait, quand ils sont énervés, ils se mettent à faire des attaques techniques alors qu'ils faisaient des attaques force avant. Bon, il y a des fois, c'est tiré par les cheveux et on va plutôt pomper sur le côté apprendre par cœur les patterns qu'on aurait dans un Elden Ring, par exemple. Moi, c'est vraiment l'impression que j'en ai. Je trouve pas que la Fordance soit tant réussie que ça. Ok, j'entends. C'est vrai que du fait que c'est un jeu en tour par tour tactique, et effectivement, il faut qu'il y ait des petites variantes. C'est vrai que effectivement. Des fois, quand ils sont en colère, ça change de truc, etc. Mais moi, ça m'avait frappé j'ai pas fini le jeu, mais j'ai fait une vingtaine d'heures. Et quand tu vois un monstre, si tu réfléchis 2 secondes à quelles peuvent être ses caractéristiques, ça marche quasiment à chaque fois. Et en fait, ça met vraiment dans la peau de je suis un rider, j'analyse la nature, j'essaie de comprendre quel monstre fait quoi, etc. Et en fait, en termes d'immersion, c'est vraiment quelque chose que je valorise énormément, parce que ça veut dire que un mec qui cherche pas trop à comprendre, qui fait son jeu comme ça au pif, il peut très bien s'en sortir en attaquant au pif et en prenant des notes, mais un mec investi qui peut essayer de comprendre la nature des choses, etc., et ben ça te récompense énormément. Donc je vais donner une petite anecdote pour terminer ma chronique. Le tout premier exemple d'affordance qu'on a, c'est un exemple qu'on a tous eu sous le nez mais qu'on soupçonne pas forcément. Quand ça va être dans le tout premier Mario. Quand ils ont créé Mario au début, à cette époque-là, les jeux vidéo, c'était pas quelque chose de tout le monde jouait comme aujourd'hui, c'était pas quelque chose de très démocratisé. Et du coup, ils avaient des problèmes parce que il fallait réussir à faire comprendre très facilement ce qu'il faut faire, à quel moment, etc. Qu'il faut beaucoup sauter dans le jeu, etc. C'est des choses qui étaient pas naturelles pour les gens. Aujourd'hui, on voit un Mario, on comprend directement le principe, ce qu'il faut faire parce qu'on connaît Mario. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et en faisant des playtests, ils ont remarqué que les gens ne savaient pas du tout comment gérer les Goombas. Les Goombas, c'est les petits champignons, enfin vous connaissez, je suppose. Parce qu'ils leur couraient dessus comme des idiots parce qu'ils savaient pas comment faire. Ils ont décidé de changer le design et d'en faire une forme une espèce de forme de flèche qui veut dire regardez, j'ai une grosse tête, peut-être sauter dessus pour essayer de comprendre. Et en fait, en faisant ça, ils ont compris que naturellement, en voyant un Goomba, les gens savaient directement qu'il fallait sauter dessus. Pour conclure, l'affordance pour moi c'est capital parce que ça permet de donner vie à des créatures et à des univers, parce qu'effectivement quand on rajoute de la cohérence aux créatures, aux monstres, aux personnages, c'est toujours important. Ça permet aussi d'approfondir ces connaissances qu'on a sur le jeu, parce que ça nous permet d'essayer d'aller plus loin, essayer de comprendre la nature même de l'univers, et ça permet de créer de la cohérence narrative aussi. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, les personnages avec tel background, telle backstory vont avoir telle faiblesse naturellement dans Octopath Traveler, ce qui crée énormément de cohérence.
Shulking, ça fait 5 minutes qu'on t'entend plus là. Qu'est-ce qui te tarabiscote là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta petite vie là? Livre-toi. Alors c'est une façon un petit peu bizarre, mais c'est la manière de Thomas de lancer la prochaine interlude, effectivement, qui est la carte blanche. Je sais qu'il va nous faire une recommandation sur à quoi il joue en ce moment. Et bah pour répondre, je m'endormais un petit peu, mais Oh, malveillant. oui. Mais en ce moment, je suis en train de faire une relecture d'un manga qui s'appelle L'Atelier des sorcières, qui va voir un animé dans pas très longtemps. Donc si jamais vous n'aimez pas les mangas, l'animé arrive, pas de problème. Et en termes de jeux vidéo, Metroid Prime 4, je suis en train de me le dévorer à petit feu, alors qu'il est sorti il y a un moment, mais je l'avais toujours pas fait. C'est un plaisir. Il y a eu tous les problèmes, mais c'est un plaisir. Oh là là, le Nintendo fan qui frappe encore là, on va reparler juste après, mais... Ah bah si toujours, j'ai ma si casquette. vous voulez une caution Nintendo, c'est vraiment celle qu'il faut appeler dans le podcast, hein, y a pas de souci. Hein. T'as payé le DLC musique, j'espère. Justement, c'était de ça que je parlais quand je parlais des problèmes. Donc, tu nous le recommandes ou tu nous en parles juste? C'est ça la question. Je vous le recommande, le jeu est excellent. Bah, j'ai pas encore totalement exploré le jeu, mais du peu que j'en ai exploré déjà, ça fait vraiment Madeleine de Proust. Je me ressens en 2010 là, devant mon Metroid Prime 3 sur Wii, j'étais heureux, le jeu est beau, heureusement, je l'ai pas sur Switch 1, donc le jeu est fluide en plus. Bon après, t'es un fan Nintendo, les jeux fluides, ça t'en a pas forcément besoin, quoi, je veux dire. Ça fait mal, mais c'est honnête. Et toi, mon cher Thomas, qu'est-ce que tu as envie de nous présenter là en ce moment? Alors en ce moment, moi, je joue beaucoup pour préparer mes vidéos parce que j'ai plus trop le temps sinon. Donc en ce moment, je suis en train de me platiner du coup le premier Monster Hunter Stories. Alors j'avais pas prévu qu'on en parle avant, du coup je suis un petit peu embêté là. En fait, j'aimerais bien avoir terminé au moins le premier avant la sortie du 3 pour me remettre un peu dans l'ambiance. Franchement, je kiffe bien. J'en gardais un très mauvais souvenir. On en avait beaucoup discuté avec Shulk et on disait qu'on aimait pas trop le jeu justement. Enfin, le premier en tout cas, on l'avait pas trop aimé. Et J'adore les Shifumi. ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est vrai que le jeu est un peu pierre feuille ciseaux sur les bords. Non, en vrai, moi j'aime bien le jeu. Et tu comptes faire le 3 Day One ou non? Non, je pense pas. Très honnêtement, je pense que... Bon, je le dis clairement, hein, mais je pense que j'essaierai de surfer un peu sur la hype en sortant une vidéo à peu près enfin sur le premier jeu du coup à peu près au moment de la sortie du troisième. Mais je vais pas me presser parce qu'on n'a pas encore beaucoup de retours et en vrai à part dire que ça a l'air joli, on n'a pas beaucoup plus d'informations que ça. Et puis peut-être que je le ferai dans l'année, hein, c'est pas impossible. Bah honnêtement, je trouve que ce sera jamais un mauvais jeu, c'est toujours des jeux sympas à parcourir. Après, tu vas pas forcément avoir toujours envie de le faire en entier, mais je trouve que c'est toujours de la bonne qualité. L'histoire est cool, les personnages sont cool, les monstres sont sympas. Tu passes jamais, c'est un peu comme, je taille beaucoup, je sais que là-dessus, mais c'est un peu comme Pokémon. Tu passes jamais un mauvais moment devant Pokémon. Ouais. C'est toujours sympa à minima. Ça va jamais révolutionner tout, mais c'est toujours sympa, quoi. Et pour le coup, là, je trouve qu'ils ont mis vraiment le budget comme il faut. Et personnellement, je suis un peu hype. J'avoue, j'ai pas le temps du tout de le caler dans mon calendrier, mais j'ai un peu hype. Ah, moi aussi, c'est pas la question. Franchement, putain, t'as une grosse sortie JRPG dont tout le monde parle. Moi, je suis forcément content. Hein. Si tout le monde peut reparler un peu d'un JRPG, je suis content. Et sur un tout autre registre, en ce moment, le soir, avant de m'endormir, je me regarde un petit épisode de Legend of Korra, qui est une de mes séries Madeleine de Proust. Donc, c'est le séquel de Avatar, le dernier maître de l'air. Et c'est vraiment une série que j'adore. C'est un dessin animé, hein, mais c'est très sympa. Ah ouais, t'es dans l'actu brûlante, là. Monster Hunter Stories 1, Legend of Korra, là vraiment, t'es dans l'actu. Ouais, c'est ça, j'ai toujours 10 ans de retard sur les autres, faut pas se... Et toi, mon bon Amos, à quoi joues-tu en ce moment? Alors moi, je vais pas parler d'une recommandation, je vais faire un gigantesque coup de gueule envers mes deux camarades, parce qu'ils m'ont fait la pire des trahisons possibles. Pour un peu de contexte, on est aujourd'hui le 5 mars, il est 18h40, on est en train de record, là. Donc... ça veut dire que mes deux compères de toujours, mes deux alliés, ont décidé de passer l'enregistrement de ce podcast le jour de l'arrivée du deuxième Messie, le jour de l'arrivée de l'enfant saint. Et oui, vous avez compris, je me gratte les veines pour me retenir de ne pas jouer à Slay the Spire 2 actuellement parce que je n'en peux plus, mes deux compères m'ont fait la pire des trahisons, j'attends que ça depuis des années, ça sort et paf, podcast par-dessus. Donc j'ai pas de quoi vous faire, juste je les déteste et là je suis juste en train de me gratter les veines en attendant de pouvoir y jouer à la fin du podcast. J'étais sûr que t'allais pas être Pokémon Pocopia, quoi. Oh oui, ça doit être ça, oui. Mais tu ne le savoureras que plus après l'avoir attendu pendant plusieurs heures.
Ah, mais là, je me mets en mode ne pas déranger, me posez pas des questions sur faudrait peut-être retourner ce truc-là. Non, je suis en ne pas déranger, vous m'appelez pas, en fait. Ça va être nuit blanche, je commence demain matin, mais c'est pas grave, d'accord? Mais on te remercie pour ta disponibilité. Pour ton sérieux. Avec plaisir. Toujours professionnel, toujours. Bon, pour que je ne m'ouvre pas les veines en direct live, on va passer à un autre sujet plus sympathique, ou pas, on va bien voir. Mais du coup, on va écouter l'actu brûlante de Shell King qui va nous parler du nouveau Pokémon Présente qui est sorti le 27. Donc, on t'écoute vraiment avec les oreilles grandes ouvertes. J'ai hâte. Donc ce 27 février 2026, pour le Pokémon Day des 30 ans de la licence, nous avons eu un Pokémon Présente avec pas mal d'infos. Il a duré seulement 25 minutes, hein, donc ça fait plaisir. Du coup, on va commencer par les jeux mobiles. Pokémon Masters X, nous avons un nouveau raid dans son design de 96, ainsi que un Ogerpon et un Terrapagos avec les protagonistes de Pokémon Violet et Écarlate. J'ai rien compris. Ouais, c'est trop bien, Shell, continue! Pour Pokémon Café Remix, le meilleur jeu de la licence, Oh là là. tous les starters ont un petit badge des 30 ans. Trop intéressant. La hype Ah mais là, je vous dis, ça c'était le début, j'étais hype de fou. Sur Pokémon Sleep, évidemment, on a l'arrivée de Mew. Voilà, OMG. rien d'autre à dire, on sait pas ce qu'il Banger. fait, on sait pas à quoi ça OMG, mon sert. GOTY 2025 Pokémon Sleep. Oh là 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 là. C'est toujours aussi intéressant, en tout cas, les jeux mobiles. Pokémon Unite, bon, déjà un peu plus intéressant. On a l'arrivée de Elector, Sulfura et Articodin, ainsi que la future arrivée de Megaillum, Typhlosion et Alligator. On sait pas leurs compétences, on sait rien, et on sait même pas la date pour les 3 starters de la 2ème génération. Je m'en veux, mais j'ai de la hype pour Pokémon Unite. Je m'en veux terriblement parce que c'est un jeu horrible, pay to win. Mais là, t'es en train de me hyper, j'ai envie de relancer le jeu en fait. Juste. Non, par contre, c'est quoi, ils font des annonces tous les 6 mois ou comment ça se passe? Parce que c'est bizarre pour un MOBA d'annoncer 5 champions, enfin 5 personnages d'un coup. Enfin, je sais pas, c'est un peu costaud. Ça doit être des mobs Lector Sulfura, je pense. Ça doit pas être. Non, des personnages jouables. Avant, c'était des mobs, maintenant, c'est des personnages jouables. Stylé. Mais la vache, c'est ambitieux d'annoncer 10 persos d'un coup comme ça. Alors, j'ai relancé le jeu il y a pas si longtemps. Il y avait 50 nouveaux persos. Enfin, j'abuse un peu, mais il y en avait au moins 15 nouveaux. J'ai rien Je compris. pense que je pense c'est des annonces futures. Ils doivent pas tous sortir en même temps. Je sais pas. Ouais, mais... je pense. Mais c'est pas Riot Games, ça c'est sûr, ils travaillent un minimum. Pour Pokémon TCG Pocket, notre dernier jeu mobile, un booster en rapport avec Pokémon Écarlate et Violet. Voilà. Pour rester dans le domaine des cartes, alors pour le TCG réel cette fois, on va avoir un booster spécial 30 ans avec des anciennes cartes. On en a vu que 4 et on sait rien de plus ni la date. Donc c'est encore une fois super intéressant. Pour les fans de la première heure par contre, la première annonce qu'on a eue, c'est un appareil en forme de Game Boy qui permet de lire des cartouches. Il y en a 45 et c'est pour écouter les musiques de Pokémon rouge et bleu. Donne-nous Voilà. un prix là, juste pour nous faire rêver. Et bah, on n'a pas de date de sortie encore une fois et pas de prix. Donc, Oui, ok, je ne peux pas donc, vous aider. Attends, j'ai pas capté, c'est une Game Boy, mais tu mets pas des cartouches, tu mets le son, c'est ça? Bah, tu mets des OST. En gros, t'as un MP3 en forme de Game Boy. Tu mets des cartouches dedans et dedans c'est une musique du jeu et t'en as 45 Ok, pourquoi pas? des cartouches. Pourquoi pas, j'imagine. Donc voilà. Pour ceux qui aiment les musiques de Game Boy, en plus ils ont bien insisté sur le fait que ça a à peu près la même qualité audio que la Game Boy. Super. Je trouve ça génial. Bon, Oui, c'est un énième objet de collection, pas de jugement, chacun ses kiffs. là on va parler de mon petit plaisir à moi, c'est-à-dire l'arrivée pour ce mois de mars de Pokémon XD le souffle des ténèbres sur l'émulateur de la Switch 2. Banger. Alors, je suis hypé, mais je ne vais pas le refaire parce que je pense que on va tomber de haut si on le refait. Mais, Alors, je suis hypé quand même. Et j'ai refait Colosseum sur ma GameCube il y a pas si longtemps. Je trouve pas qu'il ait pris tant de rythme que ça personnellement. Le seul problème, c'est que où est Colosseum justement? Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, On hein. a C'est un XD. peu bizarre. Mais on n'a pas Colosseum. Prépare-t-il un remake? Oh, attention, ne me titille pas trop. J'ai peut-être trop d'espoir. C'est peut-être parce que je crois que c'est fait par un studio externe Colosseum, contrairement à XD. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont des galères à le faire. Non, c'est revenir. deux fois le même, c'est les deux mêmes studios. C'est le même studio Ok. qui a fait les deux. My bad. Et avant d'attaquer les deux gros jeux qui sont en annonce, c'est-à-dire Pokopia et le Attention ça arrive, nous avons vite fait l'annonce d'un événement, donc les Worlds de Pokémon,
qui aura lieu à San Antonio du 28 au 30 août. Donc pour la première fois par contre ça aura lieu sur Pokémon Champions, un jeu que j'attendais énormément et qui ne sortira malheureusement qu'en avril. Bon, c'est un peu décevant. Si je peux me permettre, je m'attendais plus à ce qu'il sorte le jour même, mais bon. Mais c'est bizarre parce que du coup c'est un jeu où faut grind un peu, non? Donc ça va être un peu bizarre si les Worlds sont dessus. C'est pas un jeu où faut grind. Soit tu peux directement obtenir tes Pokémon dessus, soit tu peux juste transférer sur ton Pokémon Home au Pokémon Champions. Ok. Par contre, on a eu des lits qui font pas plaisir dessus. Mais c'est pas dans le Pokémon Direct, donc j'en parlerai pas. Très bien. Et donc maintenant on peut passer aux grosses annonces, c'est-à-dire Pokémon Pokopia déjà. Alors, qui est sorti aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on est en train de faire ce podcast. Donc j'ai pas vu une seule image de gameplay, en dehors justement du Pokémon Direct. Alors j'en ai vu quelques-unes, et surtout ce qui est intéressant, vous avez déjà la réponse si vous nous écoutez, mais les notes métacritiques par les journalistes sont excellentes. C'est 88 sur 100 sur Metacritic. Donc personnellement je suis pas la cible, je l'achèterai pas, mais ça me semble pas mal. Donc Après, je pense que c'est vraiment dur de rater un cozy game. Hein. Enfin, faut vraiment le pire que tu peux faire, c'est quoi que le jeu soit stressant. Tu vois, genre faut vraiment. Je pense qu'il faut pas être doué pour louper un cozy game. pas faux. Attention, tu peux stresser, hein, parce que tu as un superbe Motisma en mode DJ. Oh Donc, là 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 là. Tu peux peut-être stresser. Oh, Hein. j'ai hâte. C'est ça l'annonce. Oui, alors dedans, du coup, on a un Motisma en mode DJ qui permet d'écouter des musiques des anciens Oh là jeux. là là là. On n'a pas la liste de toutes les soundtracks, donc bon, Pourquoi c'est pas, ouais. un petit plus, on va dire. Pourquoi pas, les musiques de Pokémon, ça. elles sont plutôt excellentes, hein. C'est pas mal comme idée, je trouve. Oui, c'est un petit plus sympa. C'est pas la grosse annonce. On a également l'annonce d'un rongrigou cuisinier qui permet de faire à manger pour améliorer tes capacités Pokémon de ton métamorphe. Bon, Ok. au moins ça fait gagner du temps. C'est un principal. Mais surtout, on a eu des annonces qui, personnellement, avant la sortie du Pokémon Present, je me suis dit, ça va juste être un Pokémon Animal Crossing. Finalement, il y a l'air d'avoir plusieurs îles. T'as l'air d'avoir pas mal d'exploration, des biomes différents. Ça a l'air d'être quand même bien plus qu'un juste Animal Crossing où est-ce que tu fais ta petite île. Ok. Sympa. Bah, pourquoi pas, en vrai, hein. Donc on n'a pas eu plus d'infos que ça. Bon, j'ai pas regardé de stream sur le jeu pour avoir ma petite info. Ça reste pas dans les jeux que je vais faire, c'est certain, mais ça peut être sympa. Personnellement, ça me tente pas, mais je pense que à la maison, je peux trouver peut-être une cliente. Donc, je pense que ma compagne va y jouer. Je vous redirai ce qu'il en est, mais peut-être que je vous ferai un retour. On verra. Et donc la grosse annonce pour ces 30 ans, Pokémon Wind and Waves, Pokémon Vent et Vague. On a vu quasiment que du visuel. Donc, Ok. on n'a pas beaucoup de choses à dire dessus. Attention, ça va déballer la prédiction de Thomas, là. Je tremble, Oh, aïe, aïe. je tremble Ah, d'excitation. Ah oui. Donc, on a vu que des décors. Première image, on voit un moulin qui n'est pas en 10 FPS, contrairement à Carré Violet. OMG. C'est déjà Gauthier 2026. GOTY. Franchement, pour Pokémon, c'est du GOTY, les gars. Du calme. Il y a peut-être GTA en 2026. Calmons-nous. Donc, par contre, au vu de ce qu'on voit, ça a encore l'air d'être une sorte d'open world. Ok. J'ai pas beaucoup d'amour pour les open world, mais si ça peut être bien fait pour une fois, je dis pas non. Il y a l'air d'avoir une sorte d'archipel d'îles, donc probablement un peu comme dans Soleil et Lune. Ça peut avoir un peu un côté redondant, c'est ce qui peut avoir un petit côté dommage. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport à Soleil et Lune. Bah, moi, ça me choque pas tant que ça. Là, tu vois, tu me dis ça, mais en fait, je suis plutôt hypé parce que je trouve que Soleil et Lune, il avait plein d'idées dans mes souvenirs. C'était pas hyper bien exécuté tout le temps. Mais l'idée d'avoir, du coup, plusieurs îles avec des thématiques différentes et tout, des biomes complètement différents, bah, en fait, je trouve ça plus crédible, entre guillemets, que traverser une région qui est en fait toute petite et où t'as un volcan à côté de la mer, tu vois. Enfin, ça, c'est pas improbable, mais que t'as un volcan à côté d'un désert, à côté d'un lac, à côté d'une plaine, à côté d'une forêt. Tu sais, ça fait très Minecraft, en fait, et je trouve ça un peu bizarre dans certaines générations. Et justement, les générations qui ont essayé d'avoir un peu de cohérence, on leur a dit too much water, tu vois. Donc, le fait d'avoir plusieurs îles avec des biomes différents dans chaque île, je trouve ça, pour la cohérence de la région, je trouve ça sympa. C'est justement très marrant d'ailleurs pour la ref, parce que j'ai juste vu un tweet à ce propos, Too Much Water, comme tu le disais. C'est que IGN, donc le site à l'époque qui avait publié la review Too Much Water, a répondu au trailer en mettant Too Much Water, et Pokémon a répondu nice même. Et ça m'a fait beaucoup rire. J'ai pas vu le trailer du coup avant de le faire, mais ça m'a fait énormément rire.
Bah justement, la différence c'est que dans Soleil et Lune, c'est un jeu très linéaire, très fermé, donc tu peux pas vraiment avoir de problème avec le too much water. Alors que là, si c'est en mode open world et qu'il y a beaucoup trop d'eau, un petit peu la Wind Waker, si c'est trop lent la manière de se déplacer entre les îles, ça peut-être faire un côté too much water justement. Après, ça peut dépendre de la navigation, je trouve. S'il y a beaucoup d'eau, mais que la navigation dans l'eau est cool, ça peut être bien, hein, je pense. Ah oui, je suis d'accord. Bah dans Wind Waker, c'est quand même bien fait. Hein. C'est justement, je vois les côtés qui peuvent être négatifs comme positifs. Après, on a également le retour du côté sous-marin. On a dans le trailer un moment où est-ce qu'on passe dans l'eau. On n'a pas vu ça depuis, je pense, la 5e génération. Ok, j'avoue, c'est stylé. Ça va donner beaucoup d'importance à pas mal de Pokémon qui, dans Écarlate et Violet, étaient juste là en train de chill à la surface de l'eau alors que c'est des poissons. C'est un peu bizarre, mais du coup, ça peut être sympa, effectivement. Et l'annonce dont je ne dirai pas plus pour éviter de spoil certaines personnes qui ne veulent pas en savoir plus, l'annonce des 3 starters de la génération. Ah ouais, non, ça je veux pas savoir, moi. Donc je ne parlerai pas des designs, je ne parlerai pas des noms. Est-ce qu'ils sont sympas, au moins? Il y a énormément de problèmes avec sur Twitter. Personne n'est d'accord avec personne. Ah, merde. Il y en a qui aiment pas le type feu, mais il y en a qui kiffent les 2 autres, etc. C'est partout, comme dans toutes les générations. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pareil tout le temps, en fait. Il y a toujours C'est des pareil dramas. tout le temps. Et donc, faudra attendre que ça se calme et les évolutions supplémentaires pour voir si vraiment c'est les bons starters ou non. À titre personnel, il y en a un, je l'aime pas. C'est tout ce que je dirais. Il y en a un, je trouve que c'est une... C'est lequel? Donne un nom, lequel? Le type feu, c'est une pâle copie d'un autre Pokémon. Je veux plus le voir. C'est ça la mouche. Exactement, c'est ça la mouche. Et le jeu aura donc une sortie prévue pour 2027, uniquement sur Switch 2. Ok, donc enfin une exclue Switch 2, quoi. Ouais. Non mais c'est vrai, j'en avais un peu marre que Nintendo était en mode le cul entre deux chaises. En fait, on sort nos nouveaux jeux à la fois sur Switch 1 et sur Switch 2. Je trouvais ça pas très cohérent avec l'idée de faire une nouvelle console, en fait. Donc je trouve ça content qu'ils all-in et qu'ils se disent, bah maintenant c'est Switch 2 et puis c'est tout. Parce que ça justifie un peu, pour ceux qui leur ont fait confiance, d'acheter la Switch 2. Je pense que tu te sens un peu bête quand on te dit, bah l'amélioration que t'as, c'est une petite amélioration de tes jeux, quoi. Bah c'est un peu chiant, quoi. Bah surtout que c'est rassurant par rapport à la qualité graphique du jeu, parce que ça veut dire que le jeu est prévu pour Switch 2 et que du coup il sera forcément plus beau que si c'était un jeu Switch 1. Ah, Nintendo a toujours ce problème, hein. Y a qu'à voir entre la Wii, la Wii U, la GameCube et la Wii, à chaque fois on avait toujours des jeux qui sortaient sur les deux. Je pense par exemple à Twilight Princess. Ouais, c'est vrai. Qui est sorti sur GameCube et Wii. Donc ils ont toujours eu ce petit problème, Nintendo, à vouloir continuer à faire vivre leur ancienne console. C'était une chronique assez intéressante et j'avoue, je suis en plein péché parce que t'es en train de me hyper un petit peu alors qu'il faut jamais avoir de hype pour des jeux Pokémon. Mais j'avoue, tu m'as un peu hypé. Bah écoutez, c'était une bonne chronique, une bonne émission. Et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Spotify ou même à aller checker mon compte YouTube sur lequel vous retrouvez également ce podcast. Donc c'est au tour par tour tout accroché. Sur cette chaîne, vous trouverez à la fois mes petites analyses gaming, mais du coup nos podcasts qu'on partage le plus régulièrement possible. Je vous invite aussi à mettre une note sur Spotify pour le référencement, pour nous faire plaisir, si vous avez vraiment aimé. Et un petit pouce bleu sur YouTube pour ceux qui le regardent sur YouTube. Et on se retrouve dans quelques temps avec notre prochain focus qui portera sur un jeu choisi par Chalking, Death Door, donc on va revenir dessus. Et je vous jure, je vous le promets, que ça va être un banger. Bon, on a hâte. Allez, salut la bise. Ciao, ciao.